Hey, nouveau décor! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Landru. Henri-Désiré Landru est un tueur en série, escroc et bourreau des cœurs français qui a sévi de 1914 à 1919. Avant de commencer, allez vous chercher un café, un thé, un chocolat chaud, ce qui vous fera plaisir, et c'est parti! Can you see me? Henri-Désiré Landru est né le 12 avril 1869 à Paris. En 1889, il tombe amoureux de Marie-Catherine Rémy et l'épouse en 1893 après 3 ans de service militaire au cours duquel il atteint le grade de sergent. Le couple aura 4 enfants. De 1893 à 1900, il pratique une dizaine de métiers tels que comptable, employé de commerce, couvreur, plombier. Il change en tout 15 fois d'employeur. La naissance de leurs 4 enfants met la famille en difficulté financière. C'est à ce moment-là que Landru commence ses escroqueries. Il monte une fausse fabrique de bicyclettes à pétrole. Il encaisse ses acomptes versés à la commande, soit 75% du prix total, et ne livre jamais les bicyclettes à pétrole, car elles n'ont jamais été fabriquées. Il disparaît avec l'argent. En février 1902, il est condamné une fois à 3 ans de prison pour malversation. Lorsqu'il sort de prison, il continue à multiplier ses escroqueries. En tout, il est condamné 7 fois en 12 ans. Il est jugé par défaut à la déportation à vie au bagne de Cayenne. Il a réussi à prendre la fuite et grâce à sa spécialité de faussaire en identité, il a réussi à échapper à la justice, se faisant passer pour Monsieur Dupont, Mado Rémy Guillet. En 1909, Landru séduit une jeune femme, Jeanne Isoré, puis lui vole ses économies la veille de leur mariage. Il sera condamné à 3 ans de prison. Ces 3 années de prison vont le marquer profondément. Mauvaises conditions de détention, mort de ses parents. Il se jura de ne plus y retourner et de ne plus laisser un témoin derrière lui. En février 1914, il rencontre Jeanne Cuchet, lingère et veuve de 39 ans. Il lui fera miroiter un mariage, l'invita avec son fils à vivre à la villa de Vernouillet. Il la tua, ainsi que son fils André, 1 an après s'être rencontrés. Après ces 2 meurtres, il commença à éplucher les annonces matrimoniales publiées dans les journaux. Il tenait de petits carnets où il notait tout. La police y trouva inscrits les noms de 283 femmes qu'il a séduites. En plus de Jeanne Cuchet et son fils, il en tua 9 autres. Thérèse Labordeline. Elle figurait dans le carnet de Landru sous le nom de Brésil. Elle était née en Argentine et avait 46 ans lorsqu'elle rencontra Landru. Elle fut également assassinée à Vernouillet en juillet 1915. Marie-Angélique Guillen. Elle figurait sous le nom de Crozatier, dans le carnet de Landru, car elle habitait rue Crozatier. Elle fut la dernière victime de Landru à être assassinée à Vernouillet en août 1915. Berthe Héon.
Elle était née au Havre. Elle était donc inscrite sous le nom de Havre dans le carnet de Landru. Elle avait 55 ans lorsqu'elle le rencontra en 1915. Elle fut la première à avoir été brûlée dans la cuisinière de Gambet en décembre 1915. Anne Colomb. Elle avait 44 ans lorsqu'elle connut Landru en 1915. Il se présente à elle sous le nom de Monsieur Dupont. Elle fut assassinée fin décembre 1916 à Gambet. André Babelet. Elle avait 19 ans lorsqu'elle rencontra par hasard Landru dans le métro en mars 1917. Elle ne possédait aucune fortune. Il la logea dans une chambre à Paris, puis à Gambet où il l'assassina au bout de quelques mois en avril 1917, sans doute parce qu'elle avait découvert les lourds secrets de Landru. Célestine Buisson. Elle avait rencontré Landru en mai 1915 par les annonces matrimoniales. Il se faisait appeler Monsieur Frémillet. Sa liaison avec Landru durera 27 mois et il l'assasina à Gambet en septembre 1917. Louise Jaume. Elle n'était pas veuve mais en instance de divorce. Elle rencontra Landru par les annonces matrimoniales en mars 1917. Elle périt aussi à Gambet en novembre 1917. Anne-Marie Pascal, dite Annette Pascal, avait 37 ans lorsqu'elle rencontra Landru en septembre 1916. Elle fut son avant-dernière victime assassinée à Gambet en avril 1918. Marie-Thérèse Marchadier, dite la Belle Mitaise, était une ancienne prostituée qui avait mis en location des chambres meublées servant de lieu de passe. Congédiée par son propriétaire, elle cherchait un acheteur pour ses meubles et fut présentée à Landru fin décembre 1918. Il l'assassina dès la mi-janvier 1919 à Gambet. Ce fut sa dernière victime connue. Les victimes assassinées à Gambet furent en partie brûlées dans la cuisinière. Les voisins, qui pourtant étaient situés à environ 300 mètres de la villa, dirent qu'ils sentaient une odeur nauséabonde s'échapper de la cheminée. Landru l'a rencontrée dans un tramway en mai 1917. Elle était de 24 ans sa cadette. Auprès d'elle, il se faisait appeler Lucien Guillet. Fin 1918, elle vient habiter chez lui au 76 rue Rochechouart. Il tomba vraiment amoureux d'elle et lui promit le mariage, mais le repoussa de nombreuses fois sous des prétextes divers, puisqu'il était déjà marié de son côté. La jeune femme était vraiment très attachée à lui et il fit, je pense, son seul vrai amour, puisqu'elle se suicide à l'âge de 75 ans, 50 ans pile après le jour de l'anniversaire de la demande en mariage faite par Landru, soit le dimanche 21 janvier 1968. Elle s'est noyée dans les douves aux eaux profondes du château de Flers en laissant une photo de Landru dans sa chambre. Fin 1918, Madame Pelat, une amie d'Anne Colomb, écrit au maire de Gambet en lui expliquant qu'elle n'avait plus de nouvelles de son amie, qui était fiancé à un certain monsieur Dupont et qu'il habitait dans une villa à Gambet. Le maire répondit qu'il ne connaissait pas de monsieur Dupont. Un peu plus tard, il reçut une autre lettre d'une certaine Madame Lacoste, qui lui demandait des nouvelles de sa sœur Célestine Buisson, laquelle se serait également installée à Gambet avec cette fois-ci un monsieur Frémillet. Le maire, trouvant ces deux lettres très similaires, décida de mettre en contact les deux familles qui se rendirent compte que Dupont et Frémillet étaient la même personne, à savoir un homme pas très grand, le crâne dégarni, une barbe en pointe et des yeux foncés. Les deux familles allèrent porter plainte contre X auprès du parquet de la Seine afin que la justice se saisisse du dossier. La brigade mobile fut chargée de l'enquête. Le 11 avril, par chance, une amie de la veuve Buisson le reconnut sortant d'un magasin parisien. La police a vite été prévenue et s'est rendue au magasin. La marchandise achetée avait pour adresse de livraison rue Rochechouart chez un certain Lucien Guillet. L'adresse était l'appartement qu'il partageait avec Fernande Segret. Le 12 avril 1919, il est arrêté chez lui à Paris. Fernande était présente. Elle a toujours cru en son innocence. Il sera emmené dans les bureaux des brigades mobiles. Pendant son transport, Landru essaye de jeter un de ces fameux petits carnets qu'il avait dans sa poche. L'inspecteur Riboulet s'en est aperçu et l'a récupéré. Pendant l'interrogatoire, il ne dira presque rien,
Juste qu'il s'appelle Henri-Désiré Landru et qu'il a changé d'identité parce qu'il était recherché sous ce nom pour escroquerie. Cela suffit bien évidemment pour l'inculper. Les recherches faites chez lui ont permis de trouver une quittance de loyer pour la location d'un garage à Clichy qui lui sert de garde-meuble. La police alla perquisitionner le garage et y trouva des meubles, des vêtements et des documents appartenant à ses victimes. Le 13 avril, la villa de Gambet furent perquisitionnée. La police trouva un coffre aux initiales CL, Célestine Lacoste, nom de jeune fille de Madame Buisson. Un matelas avec des taches de sang, la fameuse cuisinière, dans le hangar, des fragments d'os, des cheveux. Le 25 avril a lieu la deuxième perquisition. On y trouve cette fois des débris d'os dans la cuisinière. Landru parle de machination. À Vernouillet, la police trouve des morceaux de corset, des chaussures à demi brûlées, mais aucun corps. L'instruction durera 2 ans. Landru ne révélera jamais ses terribles secrets. Il dira que c'est à la justice de prouver sa culpabilité. Le carnet causera sa perte, car tout y est noté. Les rencontres avec les victimes, ses dépenses, ses déplacements à Vernouillet et à Gambet avec elle. Les voyages se font toujours de la même façon. Un billet aller-retour pour lui et un aller simple pour la dame. Des factures pour l'achat de scie à métaux en grand nombre sont trouvées inscrites dans le carnet. Il n'y a bien sûr jamais écrit qu'il avait tué les dames. La police en déduit qu'il tuait les femmes en les découpant en morceaux avec les scies qu'il achetait et en les faisant brûler dans la cuisinière. Un procès à grand spectacle s'ouvre le 7 novembre 1921, après 2 ans et demi d'instruction. Avouant avoir volé et escroqué ses supposées victimes, Landru nie être l'auteur des crimes dont on l'accuse. Lors de ce procès, Landru répond au président avec humour et ironie, ce qui fait rire et charme l'auditoire. Mais face à une série de témoignages accablants, son avocat, maître Moreau Giaferi, ne put rien pour Landru et la justice le condamne à mort par guillotine le 30 novembre 1921. Durant son séjour en prison, Landru reçut plus de 4000 lettres d'admiratrices, dont 800 demandes en mariage. Il demanda à être gracié, mais cette grâce fut refusée le 23 février 1921. Le 25 février 1921, il fut guillotiné à l'entrée de la prison de Versailles. En ce qui concerne la cuisinière, elle a été pendant un temps la propriété du musée Grévin, mais finalement, Laurent Ruquier, passionné par l'histoire de Landru, a racheté l'objet. En 2005, Laurent Ruquier avait d'ailleurs écrit et mis en scène une pièce de théâtre sur le tueur en série et en avait profité pour exposer la cuisinière à l'entrée du théâtre. Voilà, c'est ainsi que se termine notre affaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et la commenter. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, ce qui me fera vraiment plaisir. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle affaire.